Bonjour tout le monde, je vous propose de revenir sur ce reportage de France 2 dans lequel j'avais fait une apparition. Au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était intéressant de voir le comportement des autres usagers pour mieux anticiper des dangers. Comme pour le reportage que j'avais fait avec TF1 il y a quelques semaines de ça, France 2 s'est intéressé aux caméras comme outil en cas de problème. Le reportage en lui-même répond bien à la question, mais il y a un point que j'aimerais creuser davantage, car j'ai trouvé que les scènes choisies dans le reportage étaient très intéressantes. Comprendre comment arrivent ces altercations permet de mieux les anticiper et même d'y trouver des solutions. J'ai donc pris le temps d'enquêter et de retrouver les lieux de ces extraits. Ils sont répartis un peu partout en France et ont des caractéristiques très spéciales, représentant bien les types de problèmes que l'on peut rencontrer au quotidien. Le premier extrait se déroule à Lyon. Cette scène est plutôt ancienne, datant de 2019. Dans la vidéo originale, on peut voir que le conflit débute au moment où un scooter utilise l'aménagement cyclable pour remonter le bouchon par la droite. Depuis, la situation ne s'est pas améliorée. Je m'étais rendu sur place en août dernier et la bande cyclable a été supprimée, laissant place à une voie bus au centre de la chaussée. Manque d'ambition ou choix assumé, Lyon a préféré conserver les places de stationnement en bataille plutôt que sécuriser l'itinéraire cyclable avec un aménagement séparé de la circulation. Ils aiment beaucoup ici faire ça, entre deux voies de circulation, c'est vraiment pas agréable. Cette situation crée des conflits de trajectoire et oblige les usagers à couper la voie de bus pour tourner à droite ou aller se stationner. Il serait possible ici de supprimer ce stationnement en bataille par un aménagement cyclable surélevé qui a l'avantage de permettre aux cyclistes et aux personnes à mobilité réduite d'accéder et sortir de l'aménagement cyclable plus facilement. J'en parlais dans ce sujet dédié et si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas à vérifier que vous êtes bien abonné. De plus, cette solution permettrait de créer de la verdure et il serait éventuellement possible de recréer des places de stationnement à gauche de cet aménagement cyclable ou de conserver une voie de circulation et y autoriser de l'arrêt temporaire pour par exemple effectuer des livraisons. Idéalement, ces aménagements devraient minimiser la nécessité pour les conducteurs de traverser une voie réservée aux bus ou aux cyclistes. Il faut également revoir la liaison de cet aménagement cyclable avec le pont car actuellement la piste est au milieu de deux voies de circulation, ce qui n'offre aucune sécurité pour les cyclistes qui l'empruntent. Et il est toujours préférable que les aménagements cyclables restent sur le bord droit de la chaussée, protégés sur toute leur longueur, et également au niveau des intersections, où le temps de traversée est distinct des véhicules motorisés, pour éviter les conflits de trajectoire. Et toujours à Lyon, il y a également cet extrait, où l'on peut voir l'automobiliste qui ne respecte pas un stop. Dans un premier temps, intéressons-nous au lieu. Nous sommes ici sur la presqu'île de Lyon, une zone très marchande et piétonne. D'ailleurs, juste à proximité, il y a cette énorme rue piétonne qui traverse tout le centre, à partir d'ici jusqu'à la place Bellecour. C'est juste du pur plaisir ici. L'espace qui est complètement apaisé, calme. On entend même la discussion des gens. Alors pourquoi je vous raconte tout ça alors qu'ici on parle juste d'un non-respect d'un stop? Eh bien c'est parce qu'il y a eu de très gros travaux au niveau de la place du piéton ici, des plateaux traversants ont été ajoutés au niveau de chaque passage piéton, des voies de circulation se sont vues réduites, des doubles sens cyclables ont fait leur apparition, sauf au niveau de ce stop où deux voies de circulation ont été conservées. Les automobilistes arrivent donc sur cet aménagement très atypique, un stop avec deux voies de circulation, c'est la première fois que j'en vois en France. Enfin, c'est peut-être atypique parce qu'avant ici justement c'était un céder le passage, et donc deux voies de circulation ça avait son sens. Avec un stop, il serait intéressant de revoir cet aménagement. Supprimer une voie de circulation, créer un double sens cyclable serait également l'occasion de revoir la liaison avec le pont Galliani en créant un itinéraire cyclable, car actuellement, les cyclistes venant de cette place doivent faire un détour pas possible pour pouvoir accéder à ce pont. Il n'y a pas d'aménagement, c'est quoi ça? Je peux pas aller par là? Ah non. Vélo interdit sur le truc? Non, bah c'est pas bon. Non, il faut que j'aille à droite là. En devant notamment passer par ce quai qui est pas très sécurisé avec une simple bande cyclable. En vue du ciel, ça donne donc ça et c'est donc cette voie qui pourrait être réaménagée pour permettre un double sens cyclable, en y coupant le transit des véhicules motorisés, en conservant la sortie de parking et en permettant toujours aux bus de continuer à accéder à cette gare routière. Ça permettra d'éviter de se retrouver avec ce type de situation avec les cyclistes sur le trottoir. Car pour le moment, au niveau de ce pont, on a l'impression que la piste cyclable débute et termine au milieu de nulle part. Ok, la piste cyclable est là. J'ai pas vraiment vu de liaison avec la piste cyclable. Je savais qu'elle était là, donc j'ai pu la rejoindre. Comme quoi, finalement, cette simple scène avec ce stop cache un problème beaucoup plus profond. Toujours à propos de stop, mais cette fois-ci à Lille avec cet extrait de Cyclocastor, l'idée de l'aménagement est plutôt bien pensée avec une séparation claire de la circulation sur le trottoir avec des séparateurs de couleurs et une différenciation pour apporter de la clarté. Mais quand on arrive à l'intersection, patatras, qu'est-ce que c'est que cette double bande de stop? La continuité cyclable disparaît tout à coup. Ça donne cette sensation que finalement les véhicules motorisés qui circulent là, même s'ils ont un stop, restent prioritaires sur l'aménagement cyclable. Car la continuité n'est absolument plus indiquée, comme si finalement ce stop ne prenait pas en considération l'aménagement cyclable. Il faut donc que tout du long de l'itinéraire, cet aménagement cyclable ait une continuité claire et surtout au niveau des intersections. C'est d'ailleurs une des recommandations du CEREMA. Plusieurs approches sont possibles, comme par exemple la création d'un trottoir traversant
ou d'un plateau, si c'est un faible trafic pour les véhicules motorisés. Ça permet ici de marquer clairement la priorité au niveau des piétons et des cycles, au niveau de cette intersection. Et si la création d'un plateau n'est pas possible par rapport au fort trafic ou par exemple au passage de bus, alors il est envisageable de créer une déviation de la piste ou simplement un franchissement, mais toujours en indiquant clairement que c'est l'aménagement cyclable qui est prioritaire sur les véhicules motorisés, avec une couleur d'aménagement dédiée. Et en parlant de marquage direction Nancy, avec cet extrait, ici, il n'y a aucun marquage pour guider les usagers et on se retrouve dans ce type de situation. Ce choix d'absence de marquage relève d'un concept d'aménagement minimaliste appelé le share space. Il vise à supprimer un maximum d'éléments afin de simplifier le déplacement des usagers, créant ainsi un sentiment d'incertitude quant à la priorité et incitant à la réduction de la vitesse pour diminuer les risques d'accident. Enfin, ça c'est en théorie. Dans les faits, le fonctionnement de cet aménagement dépend de la vitesse et du nombre de véhicules motorisés. Il a été estimé qu'au-delà de 90 véhicules par heure, cet espace devient complètement inutilisable pour les piétons et cyclistes, sans parler des personnes à mobilité réduite ou des malvoyants qui n'ont même plus de repères pour pouvoir traverser en sécurité cette intersection. Pour que cela fonctionne, il faut dans un premier temps revoir complètement le plan de circulation et commencer par limiter le trafic dans cette zone. Une fois cette circulation réduite, il faudra également repenser l'aménagement de la chaussée pour éviter qu'elle se transforme en parking géant. Il faudra donc démarquer certaines zones, par exemple avec des massifs floraux ou barrières naturelles, et ensuite prendre en compte le déplacement des piétons pour imaginer leur traversée et indiquer des itinéraires pour les personnes à mobilité réduite et malvoyantes. En résumé, adapter la rue à l'usager le plus vulnérable pour ensuite y réguler la circulation. Ça veut aussi dire qu'il faudra requalifier cette zone en zone piétonne et non en zone 20 comme actuellement. Il faudra donc encore beaucoup de travail pour permettre aux piétons d'utiliser cet espace et aux cyclistes de circuler en sécurité, car ce n'est pas encore le cas pour le moment. Toujours à Nancy, on arrive sur cette scène mythique de Vélotaf Nancy. Voilà, et c'est comme ça que les cyclistes meurent. Poste qui a beaucoup fait réagir et même été repris par la préfecture de police. Alors c'est très bien que la préfecture de police prenne le temps de rappeler ces règles de base que les usagers doivent respecter. D'ailleurs j'en vois beaucoup me tirer la veste en me disant « Ouais mais toi tu dis toujours que c'est le problème des mauvais aménagements alors qu'au final il faudrait juste que les usagers respectent le code de la route pour que ça fonctionne bien. » Alors il y a quelques années j'avais encore cette vision avant de réaliser plusieurs voyages aux Pays-Bas. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu une énorme désillusion et que j'ai découvert que dès que l'aménagement le permettait, sans surprise, les mauvais comportements revenaient. Comme ici, par exemple, avec un mauvais stationnement sur la bande cyclable, ou encore dans cette rue, avec un dépassement inutile. Au final, très peu de différence avec la conduite des Français, alors que je pensais que la culture du vélo était bien implantée là-bas et qu'ils respectaient mieux les règles. Et c'est donc à ce moment-là que je me suis dit que les Néerlandais avaient compris quelque chose que nous n'avons pas encore compris. C'est que les humains restent des humains et que si un usager peut faire une catastrophe, alors il finira inévitablement par la faire. C'est en ce sens que les aménagements aux Pays-Bas changent la donne. Ils sont présents quasiment partout et limitent ces conflits au maximum. Alors bien sûr, le respect des règles et leur rappel sont indispensables et je n'excuse pas les usagers qui les enfreignent. Malheureusement, ça ne sera jamais aussi efficace que des aménagements de qualité partout. Désolé pour cette parenthèse, mais je pense que c'est important de le dire pour que vous compreniez bien mon point de vue sur la question. Et pour revenir à l'extrait en lui-même, avant, j'avais une conduite similaire à Vélotaf Nancy. Je visais à montrer le danger de très près. La priorité! Pour illustrer une situation en sachant qu'elle allait arriver. Et je me suis rendu compte avec le temps qu'au-delà du danger que représentait ce jeu, de vouloir toujours montrer le danger au plus près, que ce n'était pas la façon la plus impactante de faire comprendre les problèmes sur la route. Anticiper le danger, laisser parler l'imagination pour montrer ce qui aurait pu arriver si je n'avais pas freiné. Donc là on a une priorité à droite. On va serrer les dents très fort parce que c'est sûr que personne va nous... Le bus toujours pas compris le principe de priorité à droite les bus. Hein. Et d'autant plus marquant, et ça permet également d'éviter les « oui mais tu aurais pu éviter ça » ou les cyclistes qui ont raison, il y en a plein les cimetières, et autres remarques nauséabondes. C'est aussi une autre approche et façon de conduire beaucoup plus calme, partant du principe que si les autres font une erreur, eh bien c'est pas forcément pour me nuire. Hello. Hey, pourquoi tu freines là? C'est en contresens, tu le vois pas là? Regarde le sens du vélo. Ici, il y a eu un quiproquo entre lui et moi. Il pensait, j'imagine, que j'allais utiliser l'aménagement qui était à gauche, et il prendra même le temps de s'excuser une seconde fois quelques centaines de mètres plus loin. Et la plupart du temps, c'est ce type d'erreur qu'il va falloir anticiper. Et cette approche, beaucoup plus détachée, me permet de rouler aussi avec beaucoup moins de stress sur mon trajet. Après ça, c'est ma façon de voir les choses. Je cherche pas forcément à savoir qui a raison, je cherche surtout à éviter l'accident. Et justement, au-delà de ces comportements, ici, il y a de nombreuses choses qui pourraient être améliorées. À commencer par la largeur de la voie. Ici, il y a 2 voies de circulation qui ont été conservées, et ce principalement au détriment des piétons.
Car comme on peut le voir sur les archives Google Street View, il était possible ici de conserver la largeur du trottoir et d'avoir un aménagement cyclable sur la voie de circulation. Mais la ville ici a décidé de privilégier les véhicules motorisés, en supprimant ainsi de l'espace pour les piétons. L'aménagement vient malheureusement d'être fait et donc ça va être compliqué de faire changer les choses, ce qui pourrait par contre être possible pour mieux sécuriser ces déplacements et cette intersection. Au vu de l'aménagement et le fait qu'ils aient conservé 2 voies de circulation, autant les utiliser. Créer une voie qui tourne à gauche et créer un feu dédié pour cette voie. Cette solution n'est pas idéale mais elle permet au moins d'offrir plus de sécurité pour les cyclistes et piétons qui traverseraient avec un feu dédié pour éviter de croiser le flux des véhicules motorisés. On peut par exemple trouver ce type d'aménagement sur l'avenue de Flandre avec ce feu. C'est une solution à moindre coût qui permettrait d'offrir plus de sécurité ici. 2 voies qui peuvent se croiser au même moment vont toujours créer des conflits, comme illustré par cette autre séquence, toujours à Nancy, où cette fois le cycliste se fait couper la route par le classique « je tourne à droite sans regarder ». C'est certainement la situation la plus courante et la plus complexe à comprendre pour les automobilistes, le fait que les cyclistes et les automobilistes circulent sur 2 voies de circulation distinctes et donc il faut laisser la priorité aux véhicules qui circulent à sa droite avant de tourner. Chose qui va être beaucoup plus simple finalement à comprendre avec une voie bus. Les automobilistes vont laisser le bus passer ou le taxi avant de tourner à droite. Pour limiter ce risque, la voie cyclable doit être clairement identifiable sur l'intersection avec une couleur différente par exemple, avec un séparateur physique qui doit être présent au niveau de l'angle pour éviter une gyration trop serrée de l'automobiliste et l'aménagement cyclable doit être rapproché du passage piéton pour indiquer la traversée. Et finalement, tout le reste n'aurait pas existé. On aurait continué notre route chacun de notre côté et il n'y aurait pas eu de problème. Et en parlant de séparateurs et de marquage, il y a également cette séquence complètement aberrante où le cycliste va se retrouver face à face avec un bus, et ce, plusieurs fois. Je me suis rendu sur place pour mieux voir le problème, et ici, il y a bien un double sens cyclable. Donc j'arrive là, en tant que cycliste, je veux aller à droite, je peux aller à droite, alors il n'y a pas de panneau qui me l'indique, mais je peux aller à droite, je passe par là, j'arrive là, je me retrouve là, en face des bus, alors qu'il y a le logo vélo au sol. On se retrouve comme ça, lâché, au milieu de 2 voies de circulation, sans marquage, sans indication, sans séparateur, démerde-toi. Et il y a un autre problème au niveau de cet aménagement, c'est que les bus cachent complètement le passage piéton. Aïe aïe aïe. Terrifiant. Ah, il voit pas quel bus que c'est. Et petit rappel, si un véhicule qui obstrue la visibilité au niveau d'un passage piéton, ralentissez à son niveau. Là, c'est de la pure inconscience, je suis même pas sûr que l'automobiliste ait eu le temps de voir le piéton. C'est du grand n'importe quoi, j'ai donc fait remonter ce problème à la ville pour qu'il puisse être corrigé en sécurisant l'itinéraire des cycles et la traversée des piétons. Et justement, ces vidéos ont aussi cet intérêt bien au-delà de montrer des dangers ou mauvais comportements. Les villes pourraient les mettre à profit pour améliorer leur urbanisme, essayer de mieux comprendre ces situations, comme je viens de le faire dans cette vidéo, et mettre des solutions sur le terrain pour limiter ces types de situations. Et encore une fois, n'hésitez pas à contacter les services de votre ville qui ne sont peut-être pas au courant des dangers que vous pouvez vivre en tant qu'usager ici. J'ai pu avoir une confirmation comme quoi ils ont bien pris en compte le problème. Encore faut-il qu'ils le prennent au sérieux et le corrigent. Et en ce qui concerne l'amélioration de l'urbanisme, il y a également cette scène à Clermont-Ferrand, qui a d'ailleurs été un petit peu galère à retrouver car France 2 a oublié de le créditer. Enfin, ils ont indiqué le mauvais auteur pour la mauvaise vidéo. C'est dommage parce qu'ils ont presque réussi à créditer tout le monde. Enfin bref. On soulignera l'effort. Après de longues recherches donc, j'ai retrouvé les lieux qui ont complètement changé. En 2023, l'aménagement cyclable était de l'autre côté de la route. Et depuis, cette piste bidirectionnelle a fait son apparition. Et en poursuivant mes investigations, j'ai même retrouvé l'auteur, Léon Ravachol, avec qui j'ai échangé et qui m'a même partagé des extraits complets de ce nouvel aménagement, qui est encore mal compris par les automobilistes. Et pour cause, j'ai l'impression qu'il n'a pas l'air complètement fini. Il manque encore des panneaux pour indiquer que c'est une piste cyclable et des logos vélo au niveau du sol, au niveau des différents accès pour clarifier l'usage de cet aménagement. Pour le moment, le seul indice visuel, c'est des pointillés au centre de la chaussée indiquant la séparation des voies et qui montre effectivement que cette voie pourrait être trop étroite pour les automobilistes, mais légalement, il n'y a pas de panneau aménagement cyclable et donc c'est une voie comme une autre qui peut être utilisée par les autres véhicules motorisés. Oui, je sais, c'est complètement aberrant de dire ça comme ça, mais légalement, ça serait ok de venir ici et d'y rouler. Ça serait donc pas mal d'ajouter des panneaux aménagement cyclable et des logos vélo sur le sol. Ce manque de clarté pourrait également être amélioré avec une couleur d'aménagement spécifique, comme à Lyon, où là où il n'y a même pas besoin de logo vélo, on sait instantanément que c'est une piste cyclable. Et c'est le même principe qui est utilisé aux Pays-Bas. Toutes les pistes cyclables sont de la même couleur et extrêmement facilement lisibles. Bon, et sans aller aussi loin, à Clermont-Ferrand, ils ont déjà réussi à réaliser un carrefour à la hollandaise avec une couleur spécifique pour l'aménagement cyclable. Il reste donc à appliquer cette cohérence pour le reste de la ville, afin de clarifier l'usage de ces aménagements.
Et enfin, le dernier point que je voulais aborder, et pas des moindres, c'est ce cycliste qui se fait renverser en race campagne par un conducteur de poids lourd qui a l'air pressé, mais qui a quand même le temps de s'arrêter pour lui casser la gueule. Heureusement, ici, la justice a condamné le conducteur à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis pour le chauffeur d'un camion Ben, condamné pour avoir renversé délibérément un cycliste avant de le passer à tabac. C'était en Charente-Maritime en janvier dernier. L'accusé a d'abord nié, mais c'était sans compter la vidéo tournée par une caméra que portait la victime lors de l'agression. Elle a d'ailleurs été diffusée pendant l'audience. C'est d'ailleurs une première en France qui a une condamnation aussi importante pour ce type de violence motorisée. Et après de longues recherches, j'ai réussi à retrouver les lieux exacts de cette scène qui sont ici sur cette petite route à côté de cette départementale. Et la première question qui m'est venue, c'est pourquoi ce conducteur de camion a pu utiliser cet axe secondaire comme raccourci alors qu'il existe la voie départementale qui est juste à côté. Pourquoi cet axe n'est pas réservé uniquement aux agriculteurs et aux cyclistes? Certaines villes commencent déjà à rajouter des filtres pour limiter ces axes à la circulation, souvent utilisés comme raccourcis par les utilisateurs d'applications telles que Waze ou Coyote pour éviter un bouchon ou gagner 2 minutes. Ces axes secondaires permettent d'offrir une solution de déplacement pour les cyclistes en campagne, bien plus confortable qu'une voie départementale ne disposant d'aucun itinéraire cyclable, uniquement d'une bande dérasée. C'est pas une voie cyclable, j'en parlais également dans une vidéo. Et c'est donc à Arras que j'ai pu découvrir cette solution de réserver ces itinéraires secondaires aux cyclistes pour leur permettre des solutions de déplacement en sécurité et également un petit aménagement séparé le long de la départementale. Bon, au moins là sur la départementale, on est plutôt bien sur le bout de trottoir aménagé. Bon, je préfère quand même être là-dessus que partager la route avec ça. Alors c'est pas le grand luxe, mais au moins ça a le mérite d'exister. Car ce type d'aménagement reste encore rare et c'est vraiment dommage d'oublier complètement les déplacements des cyclistes en campagne. C'est quelque chose qui devrait être pris en considération lors de la rénovation ou de création de ces axes permettant des déplacements à vélo, comme par exemple aux Pays-Bas. Oui, je sais, c'est encore et toujours le même exemple, mais ça fait 40 ans qu'ils développent leur réseau cyclable et c'est d'ailleurs assez impressionnant, car où que vous alliez, il y aura une solution pour se déplacer à vélo. Aussi bien des voies partagées, que l'on appelle chaussées-doux en France, je prépare un sujet dédié pour en parler, ou bien des voies cyclables séparées de la circulation sur le côté, ou encore des pistes cyclables de chaque côté de la chaussée séparée. Au final, il existera toujours un axe secondaire qui permettra de simplifier les déplacements sur les courtes distances. Alors oui, le vélo en campagne ne peut pas être utilisé pour tous les trajets, mais ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas être utilisé pour tous les trajets qui peuvent être réalisés avec. Comme vous avez pu le voir, il reste encore énormément de choses à faire en France pour sécuriser ces déplacements à vélo, et dans certains cas simplement les permettre. Et ces vidéos, ces témoignages, si elles sont remontées aux bonnes personnes, pourront faire progressivement avancer les choses, en comprenant mieux les problèmes, en pouvant les identifier et en cherchant à les corriger, car il ne s'agit pas uniquement de conflits entre usagers, c'est beaucoup plus profond. J'espère que vous avez apprécié ce sujet, n'hésitez pas à le partager pour montrer qu'au-delà de ces altercations, on peut y voir plus en cherchant à améliorer les choses. Merci à tous ceux qui rendent ce travail possible sur les plateformes de dons que vous pouvez voir au générique et aux relecteurs qui me permettent de vous fournir cette vidéo sans faute. Il est temps pour moi de vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos et bonne route. Excuse me, what the fuck?